Bonsoir. Dans cette vidéo, nous allons voir le texte argumentatif. Donc là, vous avez un autre type de texte qui est le texte argumentatif. Et nous allons voir qu'est-ce que c'est que le texte argumentatif, quelles sont ses fonctions et quelles sont ses caractéristiques. Alors, le texte argumentatif, c'est le texte dans lequel on exprime un point de vue ou bien une opinion ou bien un avis à propos d'un sujet quelconque. La fonction d'un texte argumentatif, donc il vise à convaincre, à persuader, à influencer et à défendre un point de vue. C'est-à-dire quand vous vous exprimez à propos d'un sujet quelconque, vous essayez d'expliquer votre prise de position, de l'argumenter, d'avancer des arguments, des preuves pour se justifier et pour pouvoir convaincre la personne avec qui on parle. Alors, quelles sont les caractéristiques du texte argumentatif? Ce type de texte comprend un message ou bien une opinion ou bien un point de vue ou bien un avis, puis la présence d'une thèse ou bien l'antithèse, c'est-à-dire vous avez une idée qui peut être partagée ou bien non partagée par la personne. Donc, quand elle dit je suis d'accord ou bien c'est vrai, vous avez raison, etc., c'est-à-dire là, la personne est pour, c'est-à-dire elle partage votre point de vue. Quand on est contre, c'est l'antithèse, c'est-à-dire vous rejetez l'idée ou bien vous ne partagez pas la même idée et donc vous devez avancer vos propres arguments, vos propres explications et justifications pour mieux éclaircir votre prise de position. Et bien sûr, on a besoin d'arguments solides pour pouvoir convaincre ou bien persuader. Alors quand on dit convaincre, c'est-à-dire vous vous adressez à la raison, à la logique, et quand on dit persuader, vous vous adressez au sentiment de la personne pour pouvoir l'influencer. On trouve par exemple ça dans les textes publicitaires. Vous avez ensuite des arguments contre ou bien pour, puis des exemples, les justifications, des explications, des preuves, puis la prise de position engagée ou bien un point de vue neutre. C'est-à-dire, parfois, on peut être en même temps pour et en même temps contre, et bien sûr, il suffit d'avancer des arguments, des justifications pour mieux expliquer sa prise de position. Donc le plan ou bien la séquence argumentative, on passe souvent par trois étapes dans un texte argumentatif ou bien la séquence argumentative se compose de trois phases ou bien trois étapes. On présente d'abord le sujet qui est la thèse, c'est-à-dire l'idée qui peut être partagée ou bien non partagée ou bien le thème si vous voulez. Puis on termine par une hypothèse, c'est-à-dire on se pose des questions. Est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord à propos de cette thèse ou bien à propos de ce sujet ou bien à propos de cette idée. Ensuite, la phase argumentative, donc là, c'est là où on développe sa prise de position à travers des arguments, à travers des exemples. Donc, phase argumentative ou bien le développement. On présente et défend la thèse, c'est-à-dire on avance, comme j'ai dit, des arguments, des exemples, et bien sûr pour appuyer sa prise de position, et par la même occasion on rejette ou bien on réfute les arguments de l'autre, c'est-à-dire pour mieux bien sûr expliquer sa prise de position et pour montrer par exemple les défauts ou bien les choses à propos desquelles vous n'êtes pas d'accord ou bien que vous rejetez ou bien que vous réfutez. Donc là, vous avez d'autres moyens qu'on utilise la séquence, cette deuxième séquence argumentative, la concession, les contre-arguments. Donc là, ça dépend du sujet que vous avez. Nous avons ensuite la phrase conclusive, c'est-à-dire c'est là, on termine le texte ou bien on termine notre prise de position et on peut l'exprimer de façon différente ou bien on reformule la thèse, c'est-à-dire on l'exprime autrement ou bien on résume le point de vue personnel. Puis vous avez les moyens linguistiques ou bien les outils linguistiques utilisés dans le texte argumentatif. Donc là, vous avez les temps verbaux, vous avez toujours le présent. Parfois, on utilise le conditionné et le subjonctif. Vous avez les liens logiques ou bien les connecteurs logiques ou bien les mots de liaison qui sont très importants dans le texte argumentatif. Pourquoi? Parce qu'ils permettent d'agencer, d'organiser votre argumentation. Ils sont très obligatoires dans le texte argumentatif. Donc là, vous avez comme moyen des expressions de but, pour, afin de, pour que. Nous avons ensuite les moyens de la cause, ou bien pour expliquer, puisque, parce que, car, en effet, etc. Donc il y en a beaucoup.
Puis vous avez les expressions de conséquence ou bien de déduction ou de conclusion. Donc, ainsi, alors, c'est pourquoi. Vous avez aussi les exemples, les moyens d'illustration, par exemple notamment. Donc là, ce sont des moyens qu'on utilise toujours dans le cadre de l'argumentation pour mieux éclaircir sa prise de position, pour mieux l'expliquer, pour mieux la développer et afin que l'autre puisse comprendre votre prise de position. Et bien sûr, l'objectif, c'est toujours convaincre. Vous avez également les moyens d'addition ou bien d'éarchisation ou l'énumération. Là, vous avez quelques moyens ou bien quelques exemples de plus et aussi également d'abord, ensuite, enfin, de comparaison comme moins que, plus que, d'opposition et de concession, mais cependant, bien que, certes, mais en revanche, par contre, de précision ou bien d'explication, c'est-à-dire en d'autres termes autrement. Donc là, les moyens logiques sont très importants, comme j'ai dit, parce qu'ils permettent d'avoir un texte cohérent, un texte dans lequel il y a un enchaînement, une logique, et vous avez une succession d'idées, afin que la personne qui vous écoute, par exemple, puisse comprendre ce que vous dites, ce que vous avancez, et par la même occasion, pour pouvoir justement convaincre cette personne. Donc pour la syntaxe et le vocabulaire utilisé, vous avez des expressions qui indiquent la modélisation, le point de vue, à mon avis, selon moi, selon mon opinion. Puis vous avez des marques de modalité, des pronoms personnels pour exprimer son engagement. Vous avez également la troisième personne pour exprimer un point de vue distancié, des termes mélioratifs ou péjoratifs pour exprimer des jugements positifs ou bien négatifs. Le type de phrase utilisée, on trouve parfois des phrases exclamatives, interrogatives pour exprimer son engagement. Donc le genre de texte dans lequel on trouve l'argumentation, vous avez par exemple les affiches de publicité, les textes de critique, les analyses littéraires, le plaidoyer, l'essai, la dissertation, l'éditorial, le message publicitaire. Donc là, vous avez un exemple. C'est un exemple dans lequel vous avez quelqu'un qui parle, qui exprime son point de vue à propos des vacances et des voyages. Donc c'est quelqu'un qui est contre. Et bien sûr, vous avez quelques arguments qu'il avance pour justifier sa prise de position. Il dit par exemple, je n'aime pas les vacances parce que je n'aime pas les voyages. Là, vous avez un premier argument. Donc là, il prend position. Il dit qu'il n'aime pas les voyages. Puis il avance des arguments. Courir dans une gare en portant une valise lourde dans une main, un sac dans l'autre. Voilà le premier argument qu'il avance. Les billets entre les dents, faire la queue dans un aéroport pour enregistrer les bagages, supporter la nervosité des vacanciers qui ont peur de l'avion, partir en retard, arriver fatigué à une heure impossible, chercher un taxi, tout cela, je vous laisse et je préfère me retirer dans un coin de la maison pour écouter le silence et rêver. Donc là, c'est quelqu'un qui est contre le voyage, bien sûr. Il avance, c'est sa façon de voir les choses, il avance des arguments et qui me semblent convaincants. Mais pour quelqu'un qui est contre, par exemple, quelqu'un qui est plus jeune peut-être, quelqu'un qui aime bouger, qui a le sens de l'aventure, etc., il va bien sûr rejeter tout ça et avancer d'autres arguments pour justifier à son tour sa prise de position. Vous avez également un autre sujet, bien un autre texte que je vous propose là, donc je vais vous le lire. Et bien sûr, là, vous avez un texte toujours argumentatif. J'ai essayé de marquer les liens logiques en utilisant cette couleur grise. Puis pour les arguments, j'ai essayé d'utiliser deux couleurs différentes parce que là, il s'agit d'une prise de position ou bien vous avez plutôt deux points de vue qui sont opposés. Donc là, pour ce texte-là, c'est un texte qui parle de l'enseignement des sciences ou bien des matières scientifiques par rapport aux matières littéraires. Donc là, en général, les gens, bien beaucoup de parents préfèrent que leurs enfants, bien sûr, fassent ou bien suivent la branche scientifique par rapport à la branche littéraire. Donc celui qui parle dans le texte, bien sûr, il est contre et nous allons découvrir les arguments qu'il avance. Donc la science et ses applications tiennent dans la vie des sociétés contemporaines une place de plus en plus grande. Ce mouvement ira en s'accentuant. Il paraît donc fatal qu'une place de plus en plus grande soit accordée aux sciences dans la formation des esprits et dans les programmes de l'enseignement. Non seulement de fortes connaissances scientifiques seront nécessaires pour s'engager dans un nombre croissant de carrières, mais on ne pourra plus concevoir une culture générale vraiment complète
sans de larges vues sur l'évolution des sciences et leurs conquêtes. Ainsi, vont se trouver profondément modifiées les bases mêmes des méthodes qui servent à la formation des intelligences. Certains esprits. Donc là, bien sûr, le texte commence par un constat. Celui qui parle a remarqué que la majorité des gens s'intéressent plus aux matières scientifiques plutôt que les matières littéraires, ou bien à l'enseignement des sciences plutôt que l'enseignement littéraire. Donc là, il avance le premier clan, c'est-à-dire pour ceux qui sont pour l'enseignement scientifique. Donc certains esprits absolus préconisent peut-être que l'on fonde toute la formation des esprits sur l'enseignement des sciences. Voilà, donc là c'est le premier clan. Ceux qui sont pour l'enseignement des sciences, il dit, ils fondent toute formation des esprits sur l'enseignement des sciences. J'ai naturellement la plus forte admiration pour la science. Donc là, c'est le point de vue de celui qui parle. Donc là, il nous présente d'abord le premier clan, c'est-à-dire ceux qui sont pour l'enseignement des sciences. Là, il exprime son point de vue. Il nous dit, j'ai une plus forte admiration pour la science, sous tous ses aspects, pour la précision de ses méthodes et pour la hardiesse de ses théories, pour les perspectives qu'elle offre à la pensée et pour les bienfaits qu'elle peut apporter aux hommes. Néanmoins, donc là, vous avez cette expression-là qui exprime la concession, c'est-à-dire, il nous donne l'impression qu'il est d'accord, il avance des arguments, bien sûr, il trouve que la science ou bien l'enseignement des sciences est quelque chose de vraiment très important. Là, vous avez les arguments qui sont en bleu qu'il avance pour justifier sa prise de position. Puis, vous avez néanmoins, donc là, c'est une expression qui donne un autre point de vue opposé. Donc là, c'est une concession. Je ne pense pas qu'un enseignement exclusivement scientifique puisse donner une relation à une nation, puisse donner à une nation l'ensemble des élites éclairées et diverses dont elle a aujourd'hui plus que jamais besoin. Donc là, les arguments qui sont écrits, qui sont colorés plutôt en rose, sont des arguments qui justifient ou bien qui expliquent sa prise de position. Au début, il a essayé d'avancer des arguments pour nous montrer qu'il était d'accord avec ceux qui disent que l'enseignement des sciences est vraiment très, très important, mais maintenant, il réfute l'idée qui dit qu'il ne suffit pas qu'il y ait seulement enseignement scientifique, mais il faut qu'il y ait également l'enseignement littéraire. L'homme, voilà, il explique sa prise de position. Donc là, vous avez une explication. L'homme, en effet, n'est pas uniquement intelligence et raison, c'est aussi sentiment et volonté. Donc là, c'est un argument. Bien sûr, la pensée est pure et noble, mais elle ne saura prétendre se suffire à elle seule, car ce sont nos aspirations qui nous dirigent et c'est à des actes que finalement il faut toujours que nous aboutissions. S'il fallait établir entre les trois termes triptyques pensée, sentiment, action un ordre de priorité, ce serait sans doute au sentiment qu'il faudra accorder la première place, puisqu'en dernière analyse, il est le moteur de toutes nos pensées et de toutes nos actions. Donc là, il faut remarquer justement les arguments qui sont en rose, il faut les relire et bien sûr, il faut se concentrer pour mieux comprendre justement le point de vue de celui qui parle et par la même occasion pour quelles raisons il rejette le premier point de vue. La science elle-même, qu'elle soit recherche de la vérité ou appétit de puissance sur le monde extérieur, relève en fin de compte du sentiment ou, pour mieux dire, du désir de connaître, un désir de réaliser. Une culture générale vraiment digne de ce nom devra donc toujours comporter, en dehors de l'acquisition des connaissances scientifiques, une réflexion approfondie sur la complexité de la personne humaine et sur les divers aspects qu'elle présente, une initiation aussi à l'art de sentir et de vouloir. Voilà, donc vous avez la conclusion et bien sûr il faut relire le texte une deuxième fois pour mieux comprendre cette prise de position. Donc en attendant une nouvelle vidéo, je vous souhaite une très bonne chance et à très bientôt.